Bonjour à tous. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je commence par me présenter quand même. Je m'appelle Michel Lejeune. Je travaille à la DSI de Courrier, donc à Montpellier. Et je suis chargé de la transition agile et du coaching de projet. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est pas forcément nécessaire pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. En deux mots, la DSI du Courrier. Alors, en chiffres, c'est intéressant de regarder la Poste et la DSI du Courrier en chiffres, parce que souvent on a des problèmes de gens de grande taille à la Poste. Prêt-à-porter, ça ne va pas bien, et on est obligé de faire attention à des aspects de nombre d'utilisateurs montés en charge. Voilà, donc la Poste, c'est 4 métiers, le courrier, l'enseigne, la banque postale et puis le colis. Donc la DSI du courrier, c'est uniquement la DSI qui s'occupe du courrier. On a une DSI en fait par métier, plus une DSI centrale. On a même une petite DSI corp qui essaye de faire fonctionner toutes ces DSI en accord. À Montpellier, donc on a à peu près une petite moitié des 700 collaborateurs de la DSI. Et donc on gère quand même un portefeuille de 200 applications et avec 50 000 postes de travail et souvent des applications où il y a plusieurs milliers d'utilisateurs connectés simultanément. Ce qui n'est pas sans, vous comprendrez bien, sans impact sur le SI. Alors, une petite page de publicité, le temps de vous dire que, alors je ne sais pas si ça a été bien indiqué sur le programme, c'est à peu près la seule session qui n'est pas pour les débutants. Voilà. Donc, je ne vais pas expliquer ce que c'est que l'agile. Sinon, je vais vous diviser en deux ma présentation. La première partie, je vais vous parler de l'aventure de la rédaction d'un contrat agile, parce que c'est une aventure, et puis après je vais essayer de vous expliquer, alors, je dis essayer parce qu'en fait une demi-heure j'aurais dû demander 3/4 d'heure pour cette session, c'est un peu difficile d'expliquer en un quart d'heure, mais enfin je vais essayer. Voilà, parmi vous qui sont, parce que c'est quand même bien de savoir à qui on a affaire, qui sont plutôt du côté du client. Qui c'est qui sont clients? Cyril, t'es client? Levez la main, hein, les clients. Ou plutôt du côté du prestataire. Quand il y a un contrat, il y a un... Vous n'avez pas eu de café là, dis-donc? Il y a un client et puis il y a un fournisseur. Voilà. Donc les clients, levez la main. Voilà, merci. Les fournisseurs, donc tous les autres. Voilà. Les juristes, il y a des juristes ou des acheteurs ici? Ah ben ça tombe bien, parce que je les titille un peu, donc je voulais savoir s'il y en avait beaucoup dans la salle, avant d'avoir des ennuis. Voilà, donc je vous ai fait les avertissements d'usage. Alors, donc comme je vais aller très vite, je vous demande je ne vais pas vous raconter les slides, vous les lisez en même temps que je vous raconte, sinon on ne va pas y arriver. Donc en gros, à la DSI du courrier, on a deux problématiques. La première, c'est que, alors on fait de l'agile depuis 2009, mais essentiellement, en tout cas l'agile qui marche bien, essentiellement avec des équipes qui sont 100% internes. D'ailleurs, on a commencé délibérément, on s'est dit, ce sera plus simple comme ça. Vous savez, en agile, on commence par le plus simple. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il atteint ses limites, on va bien pouvoir faire de l'agile en mode externe, en mode contrat. Et à la DSI, on est tenu, ou si ce n'est tenu en tout cas, on tient à fonctionner en obligation de résultat, hein, donc en forfait. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que d'une manière générale, donc ça n'a pas forcément à voir avec l'agile, comment fait-on pour contractualiser quand on n'est pas tout à fait, on ne sait pas tout à fait où on va et qu'on n'est pas tout à fait calé sur les besoins. Ah, décidément, je ne vais pas y arriver. Peut-être à la fin, je suis inversé en fait. C'est ça qui...
Alors, moi, pour moi, les solutions sont apparues en 2012 à travers, faut que je la garde à côté, à travers une conférence auquel j'ai assisté aux conférences Agile de Paris, où des gens de Xebia venaient présenter leur contrat, un contrat type, dont, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qu'ils ont mis à disposition de la communauté au format open source. Et donc c'est celui-là dont je vais vous parler. Et puis parallèlement à ça, il y a un collègue de travail qui m'a mis entre les mains un petit article qu'il avait trouvé dans un journal, qui expliquait que justement, avec l'Agile, on pouvait faire un contrat au forfait à partir du moment où l'unité d'œuvre n'était plus des jours hommes, mais était, je sais pas, des storypoints par exemple. Ça va jusque-là, non? C'est clair? Alors, rentrons un petit peu dans l'aventure de la rédaction de ce contrat. Parce que moi, un peu innocemment, je me disais, il y a des gens qui ont écrit un contrat qui est déjà fait, ils l'ont mis à disposition de la communauté. Nous, si on veut intégrer ça à la Poste, on met le logo de la Poste et puis c'est terminé. Grave erreur. Les PNListes, ils vous diront que entre agilistes et juristes, pour parler d'eux, je vais mettre de côté les acheteurs qui, eux, poser d'autres problèmes, mais avec qui ça a été plus facile. Ils ont des modèles du monde complètement différents. C'est normal, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas été formés de la même manière. Et toute la difficulté pour rédiger un contrat agile, parce que donc, nos juristes à nous ont voulu absolument réécrire complètement le contrat, pas se servir de celui de Xavier Direct. Donc pour écrire un contrat, il y avait de bonnes raisons de ça. À la Poste, on a un contexte un peu particulier, on a déjà des contrats pour des modes standards qui contiennent déjà des clauses intéressantes qui sont le fruit de notre expérience, donc c'est pas idiot de le réécrire. Et donc pour faire travailler juristes et agilistes ensemble, il a fallu que les uns ajoutent, comme on dit en PNL, le modèle du monde au leur. Alors pour symboliser un petit peu ces différentes postures vis-à-vis de l'agile, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai été chercher des images qui symbolisaient ça sur le net. Alors à votre avis, celui-là, c'est un juriste. Voilà. Et alors lui, le juriste, il veut absolument aller tenter l'aventure agile avec le maximum de sécurité bien blindé. Voilà. Alors que l'agiliste, lui, sans vouloir y aller en tongs, il va de manière plus ouverte avec la possibilité de voyager léger et de pouvoir saisir les opportunités qui vont pouvoir se présenter à lui, et en tout cas être prêt à faire face à pas mal de difficultés, voilà, mais je dirais en les accueillant de manière positive. Alors, moi j'étais tombé sur un bouquin, dont voici quelques extraits. Alors ça m'a peut-être pas. Je pense que ça m'a à la fois servi, parce qu'un homme averti en vaut deux, et puis ça m'a peut-être un peu fait peur vis-à-vis des juristes. En gros, les juristes, ils ont été formés pour protéger leurs clients dans toutes circonstances. C'est leur objectif. Et puis de les protéger même des choses qui sont complètement impensables au départ. Et à mettre ensuite en place tous les mécanismes quand ça se passe mal. C'est ça un peu qu'on peut un peu leur reprocher, mais encore une fois, c'est normal que leur métier les oriente comme ça, c'est-à-dire qu'ils se posent toujours la question, d'ailleurs c'était souvent la fin, une phrase qui a été souvent prononcée, mais qu'est-ce qu'on fait là si ça se passe mal? Voilà. Ils travaillent beaucoup sur comment gérer le fait que ça se passe mal.
Voilà. Et en face de ça, les agilistes, ils ont donc la troisième valeur du manifeste, hein, la collaboration avec le client plutôt que la négociation d'un contrat. Un juriste, quand il voit ça, et quand on écrit ça dans un contrat, parce que quand on écrit un contrat sur l'agile, on ne peut pas faire tellement autrement quand même que de parler des valeurs et du manifeste agile, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Il y a un autre aspect des choses, c'est que donc face à la quatrième valeur du manifeste, la réactivité au changement plutôt que le suivi d'un plan, et même, j'irais, alors Antoine, c'est quelqu'un qui va faire une session cet après-midi. Je le cite là, parce que justement, je préparais cette présentation, j'organisais aussi l'Agile Tour. J'ai trouvé ça assez bien. Le développement logiciel, c'est quand même un métier de création. Parce qu'en fait, les outils changent tout le temps. Faut essayer de faire quelque chose qui colle le maximum aux besoins des utilisateurs. Et donc, c'est un projet de... C'est plus un projet de création, plutôt que, comme le pensent certains, un projet de construction où les choses s'enchaînent, il n'y a plus qu'à assembler des morceaux. Alors, pourquoi je dis qu'ils pensent ça? Parce qu'il y a des juristes qui pensent comme ça, mais il y a aussi pas mal d'autres gens. Des gens qui ne sont pas passés en général par la case développement. Souvent, si vous avez un manager, par exemple, qui n'est pas passé par la case développement, il a beaucoup de mal à comprendre que les choses ne se passent pas de manière prédictible. Voilà, donc ça, il faut leur expliquer. Et c'est donc, ça va être la conclusion de la première partie. Si vous avez à rédiger un contrat avec des juristes pour votre société, donc que vous soyez client ou fournisseur, il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer l'agile, mais à fond, jusqu'à ce qu'ils soient capables. Enfin, moi, c'est mon indicateur. Je considère que quelqu'un a bien compris l'agile quand il est capable de l'expliquer aux autres. Donc il faut aller jusque-là. Donc tous les mécanismes clés, il faut qu'ils les maîtrisent pour pouvoir transformer justement ça dans un contrat avec la langue des contrats. Alors la deuxième difficulté, ou deuxième recommandation que je ferais, c'est que si vous êtes, parce que moi j'étais du côté de l'agilisme, bien sûr, dans cette histoire, eh bien il faut apprendre aussi comment se rédige un contrat informatique, un contrat juridique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme du bon code. Hein. On essaye d'utiliser, on fait des choses assez structurées avec des chapitres. On utilise le langage métier. Et puis on évite d'avoir des duplications de contenu. C'est là qu'il y a possibilité d'interprétation et potentiellement une faille dans le contrat. Voilà, c'est fini la première partie. Vous avez des questions là-dessus? J'ai pas été trop vite. Alors, nous, ça a duré 1 an quand même, cette affaire. Alors, c'est pas vu tous les jours, quand même. Mais ça a duré 1 an. Donc, le sous-estimez pas. Alors, je vais vous parler maintenant du contrat. Alors, le contrat agile, il est équipé de 4 mécanismes, je sais plus. Ouais, non, 3, en fait. Le 4e, c'est lui. Qui lui permettent de rester souple. Parce que c'est le problème, c'est qu'un contrat, par définition, c'est rigide, une fois qu'il est signé, on ne revient pas dessus. Alors qu'en agile, on veut pouvoir avoir la souplesse de s'adapter à tout un tas de changements. Hein. L'agile, c'est une grosse machine à gérer les incertitudes. Enfin, on peut le voir comme ça, hein. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Donc, c'est un peu difficile de prévoir toutes les incertitudes dans un contrat. On est d'accord. Alors, on a le contrat, et autour, on a un premier dispositif qui va mettre un peu de souplesse dans cette rigidité, c'est des phases. Alors, je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail sur les phases. On a un certain nombre d'annexes. Alors là, ça, on va creuser un petit peu, qui sont évolutives dans le temps. C'est elles qui vont permettre de pouvoir s'adapter à la situation. Et puis, on a un comité de pilotage. Donc là-dessus,
pas grand-chose de nouveau. Si ce n'est que donc une des missions du comité de pilotage, ça va être de superviser et de valider les évolutions possibles des annexes. D'accord ? Donc en fait, le contrat, une fois qu'il est signé, ça va rester... voilà, c'est signé par les administratifs. C'est les deux sociétés en leur nom qui signent, mais après, toutes les annexes, elles peuvent évoluer sous contrôle du comité de pilotage et simplement avec leur aval, leur signature. Donc s'ils arrivent à se mettre d'accord, on fait évoluer les annexes. Donc le comité de pilotage, il est là dans la forme extenso, hein, donc, avec deux personnes du côté du client et deux personnes du côté du prestataire. Donc pour les projets relativement conséquents. Donc ça, y a pas. Voilà, et puis ça peut être la même personne. Il peut y avoir qu'une personne qui tient le rôle de product owner et de chef de projet côté client et pareil du côté des prestataires. Ça va toujours jusqu'à là? Je vous pose la question puis je ne regarde pas. Si vous me répondez. Alors les annexes. Donc dans les annexes, on a en tout 7 annexes, dont 4 qui sont là de manière qui sont plus foncées, qui sont les parties évolutives, qui sont les annexes qui sont vraiment évolutives. Le product backlog, comme vous êtes des initiés, je ne vais pas vous en parler. La vision et les estimations, on en reparlera dans 4 slides. Donc mais par contre, on va faire un focus sur le PQS parce que c'est un peu le cœur du dispositif. Alors, dans le PQS, donc pour qualité de service, on retrouve tous les mécanismes qui vont permettre de suivre le projet à travers un certain nombre, entre autres, hein, parce qu'il va y avoir d'autres choses, qui vont permettre de suivre le projet. Donc ces indicateurs, il y en a un, le premier évident sur un projet agile, c'est la vélocité. Et il y en a un deuxième, alors c'est un exemple, hein, mais bon, ça c'est ceux de base. Il y en a un deuxième, c'est la productivité. On a ensuite des indicateurs de qualité fonctionnels, techniques. Et puis après, il y a des indicateurs qui sont moins factuels, parce que ceux-là, c'est des indicateurs factuels, hein, c'est des chiffres, ça se calcule, que sont l'application de l'EPIC et la satisfaction du client. Donc ça, c'est plus un ressenti. Mais néanmoins intéressant, si vous êtes là depuis 9 heures ce matin, comprenez bien ce que je veux dire par là. Voilà, et puis après, on est libre de rajouter tout ce qu'on veut, et ça, c'est un exemple, par exemple, d'indicateurs qu'on a rajouté sur un projet à nous. Alors, j'ai pas eu tout à fait l'autorisation de vous parler de notre contrat. Il paraît que c'est confidentiel. Donc je vais vous parler en fait plutôt du contrat Xebia. Entre nous, on s'est très largement inspiré quand même des mécanismes fondamentaux. Hein. Voilà. Mais là, c'est ce que je vous montre en fait, c'est le contrat Xebia, le contrat open source. Alors si on fait un focus sur un des indicateurs, donc, qui est celui de la qualité technique, donc lui il se décompose encore en 2 volets, donc on peut en rajouter plus, donc la complexité cyclomatique, c'est pas cyclomatique, hein, je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur là, du code, et la couverture de code. Non, tu vois? Quelqu'un qui sait? C'est cyclomatique? Je crois que c'est moi qui déconne. Voilà, donc on se donne un objectif et puis on se donne surtout des seuils d'alerte. Hein. Et donc par exemple là, on voit que en dessous de 60% de couverture de code par les tests unitaires, on a une alerte. Alors, dans le PQS, on peut aussi rajouter... alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... ça devient un peu... Je me suis aperçu que j'étais pas le seul orateur à m'être fait piéger.
bon, Scrum, enfin, la majorité des projets s'inspirant largement de Scrum et d'XP, j'ai oublié de vous dire que le contrat il est très très orienté Scrum plus des pratiques XP. Et donc dans le PQS, on peut rajouter des choses, et là, en l'occurrence, dans celui de le PQS de base, on explique qu'en plus de Scrum, on rajoute un certain nombre de pratiques XP qui sont citées là. Voilà, donc là, c'est les 4 qui ont été choisis de base dans le contrat, sur les 13. On peut très bien en choisir plus, et puis en choisir d'autres, hein, surtout. Voilà, donc finalement, le PQS, c'est vraiment le document qui va je dirais, donner un peu la physionomie qu'on veut donner au projet. C'est lui qui va les diriger. C'est pour ça que je me suis un peu attardé dessus. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ça en action. Alors ce que je vais vous montrer là, sur ce slide-là, c'est ça qui est décrit dans le contrat. C'est tous les mécanismes dont je vais vous parler. Parce que donc vous avez vu dans les annexes aussi, il y avait l'annexe 1, c'était la description de la méthode, c'est là où on décrit Scrum. Et là, on va décrire comment fonctionne le contrat avec ses annexes, les phases et tout ça dans le temps. Donc on part à l'instant T signature du contrat avec des annexes qui sont en version 0. Alors pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est qu'un document de vision, on va dire que le document de vision, ça correspond à un cahier des charges une fois qu'on a retiré ce qu'il y avait dans le backlog. Vous me suivez ? Ouais, donc organisation de projet, grand plan fonctionnel, voilà, tout ce qui tient plus dans un backlog, qu'on l'a remplacé, on va dire que c'est ça. Donc lui, il va demander à évoluer aussi un petit peu en version. On a le backlog, donc je ne m'attarde pas là-dessus, ce fameux PQS, dans lequel on n'a pas grand-chose à cette étape-là, sauf la valorisation en euros des pénalités. Parce que ça, c'est quelque chose qui est négocié entre les services commerciaux, je dirais, du client et du fournisseur. Et puis du côté du prestataire, donc je n'en ai pas encore trop parlé, il fait une estimation de charge, de structure d'équipe et de délai, enfin en fonction des délais qu'on lui a imposés. Parce que souvent, c'est quand même du pilotage par les délais. C'est une thème aussi. Voilà, donc au début on a ça. Et donc sur l'axe temps là, qui est symbolisé par les phases, on a donc 3 phases. Une phase de lancement qui va être une sorte de période de rodage, on va dire. Mais je vais en reparler un petit peu après. On a une phase opérationnelle qui est, je dirais, la phase mode de fonctionnement normal et en routine du projet. Et puis il y a une phase de finalisation, sur laquelle je vous dirais juste que, pour ceux qui connaissent bien l'agile, vous voyez bien un projet quand on décide d'arrêter. Il y a toujours des choses à faire, parce qu'il y a des choses qui sont un peu en chantier. Donc c'est la phase d'atterrissage du projet. Nous, à la DIC, on pense l'utiliser aussi pour y procéder à ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire que même quand on fait développer à l'extérieur, nous après on réintègre tout ça chez nous. Donc il y a toute une période de passage de compétences. Donc ça peut servir à ça aussi, là, cette phase-là. Alors, on a le sprint 0, donc le sprint 0, je passe rapidement là-dessus, c'est du cadrage, donc c'est casting, c'est mise en place de l'usine de développement, toutes les plateformes d'information continue et tout ce qui s'ensuit. Et puis ça va être aussi l'initialisation du PQS. C'est peut-être là qu'on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme indicateur pour suivre le projet. Voilà, donc en sortie de sprint 0, donc toujours sous le contrôle des copies, on a commence déjà à avoir une évolution de toutes ces annexes avec le document de vision qui s'est encore un petit peu enrichi. Le backlog, lui, bien sûr, aussi, qui a évolué. Un PQS qui, du coup, là, commence à
avoir des indicateurs qui se sont formalisés, et puis éventuellement une première évolution des estimations du prestataire. Ensuite, pendant donc tous les 3 premiers sprints, parce qu'on va dire qu'on exclut le sprint 0 de la période de lancement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de période de rodage dans laquelle le client et le prestataire vont apprendre à se connaître et monter en compétence sur le projet. Donc c'est pendant cette période-là, par exemple, que on va pouvoir déterminer la vélocité de l'équipe, donc en fonction voilà, de la manière dont l'équipe du nombre de gens qui travaillent, mais de la manière dont ils appréhendent et le fonctionnel et le technique de l'application. Et est-ce que par exemple le client, le product owner qui est côté client répond suffisamment vite pour pas ralentir l'équipe de développement, hein, ça peut arriver. Donc c'est pendant toute cette période de rodage, on va un peu observer ce qui se passe. Et c'est seulement à l'issue de cette période de rodage que le prestataire va s'engager sur des seuils pour tous les indicateurs qui sont dans le PQS. C'est bon ? Hop là, décidément, je n'y arriverai pas avant la fin. Alors après, comment ça se passe une fois qu'on est en période opérationnelle ? Eh bien, donc on a un document de vision qui peut évoluer ou pas. Là, en l'occurrence, il n'évolue pas. On a un backlog qui forcément évolue lui à chaque itération. Et puis, donc enfin là, en l'occurrence, donc il n'y a que le backlog qui a évolué de manière naturelle. Alors pourquoi ? C'est parce que si par exemple il y a un imprévu sur le projet et que par exemple le product owner change ses plans et veut faire rentrer une histoire dans un sprint, eh bien, on utilise le mécanisme que vous connaissez tous, qu'on appelle, alors je n'ai pas trouvé de bonne traduction en français, la trad-in, trad-out, qui est donc le principe que quand on rajoute, on va faire passer une histoire qui n'était pas prévue dans l'itération, eh bien, on en enlève une de même poids, de même complexité, de même effort. Et donc dans ces cas-là, il est inutile de faire varier, enfin il est inutile de faire évoluer les autres annexes. Mais si par hasard on ne peut pas faire ça, donc ça c'est le cas que j'illustre avec le sprint 6, et que donc il va falloir augmenter la vélocité de l'équipe, ou au contraire la réduire, parce que nous ça nous arrive, des fois on a des métiers, des PO qui ne sont pas disponibles, on sait très bien qu'ils ne vont pas être disponibles pendant une période de 2 ou 3 mois, et on a la possibilité de faire de baisser la voile, c'est pas comme ça qu'on dit, enfin de réduire la voile, oui, pardon, la voilure, et pour s'adapter à la situation. Et donc dans ces cas-là, évidemment, on a une évolution du PQS, au moins par exemple dans le cas présent sur la vélocité, et puis forcément aussi une évolution de l'estimation du prestataire, puisque le coût du sprint, qui lui est fixe, là, qui est fixe pour une vélocité donnée, on va le faire varier. Et voilà, si j'ai été clair, il ne va pas y avoir beaucoup de questions. J'ai vraiment aucun temps pour les questions ? Non ? Parce qu'on a commencé en retard quand même. Voilà, donc en fait, juste en synthèse, mais je vous laisse poser des questions, vous savez qu'à lire dans mon dos. S'il y a des gens. Il n'y a peut-être pas de questions. Non, j'ai pas été clair à ce point-là quand même. Ah, je savais bien. Il n'y a pas un micro. Ouais, bonjour Michel. Si j'ai une question, je vois pas trop bien dans votre contrat ce que ça vous garantit réellement, parce que tout est évolutif, donc à part les pénalités. T'as un exemple où vous vous êtes servi du contrat pour... Alors non, vous m'entendez là non ? C'est pour ça que j'ai appelé ma présentation le contrat saison 1. C'est parce que décemment,
j'ai pas suffisamment de retour d'expérience voilà, pour vous en faire part. Et c'est pour ça qu'il y aura une saison 2 l'année prochaine, on aura un peu de retour d'expérience. Ceci dit, nous on a quand même déjà des projets qui fonctionnent un petit peu comme ça. Mais ta question, c'est pas facile de répondre, parce que sans aborder alors moi j'étais, avant de rejoindre la Poste, j'ai fait presque 20 ans de SS2I, donc je connais aussi bien côté prestation de service. Et oui, c'est difficile à répondre parce qu'il faut se rendre compte qu'on change de modèle économique pour les sociétés de services. C'est pour ça que c'est pas les mêmes qui vont vous faire de la prestation standard ou de la prestation agile. Alors pour répondre très, très rapidement à ta question, le client, la valeur ajoutée, c'est qu'il est sûr qu'il va en avoir pour son argent. C'est-à-dire que il va payer le juste prix tant que ça l'intéressera d'avoir de la valeur à travers les stories. Au moment où il trouvera que ça coûte plus cher, enfin il n'y a plus d'intérêt à continuer à sortir des kilos euros parce que finalement la valeur qu'a apportée par les dernières fonctionnalités, vous savez le fond du backlog, là, c'est des trucs qui coûtent cher et qui ne rapportent pas beaucoup, et donc il peut s'arrêter et on aura juste pour son argent. Si ça commence à partir en vrille aussi avec le prestataire, contrairement avec un contrat standard où l'un et l'autre sont souvent obligés de vivre jusqu'à la fin du contrat ensemble, là on peut se séparer assez vite, on s'aperçoit assez vite des problèmes en agile, hein. On va s'en apercevoir normalement tout au début, et donc on n'aura pas mis, nous clients, le doigt dans l'engrenage, le bras dans l'engrenage suffisamment loin pour dire non, voilà, pour on en est, vaut mieux continuer comme ça plutôt que de revenir en arrière. Alors juste sur pourquoi je dis que c'est pas le même modèle économique, par définition, je disais tout à l'heure, un projet informatique c'est souvent pas prédictible, hein. Il y a souvent des zones d'ombre dans les cahiers des charges. Je dirais le modèle économique extrême par rapport à celui de l'agile, et moi je l'ai vécu donc je sais, c'est que quand on a un client, enfin quand un prestataire lit un cahier des charges d'un client où il y a des zones d'ombre, il repère toutes les zones d'ombre, et puis il dit là avenant, là avenant, là avenant. Et donc je base mon modèle économique sur le fait que je vais gagner de l'argent sur les avenants, ce qui me permet, entre parenthèses, d'être moins 10 ans sur le lot initial. Voilà, et il n'y a pas de contrôle, quoi. Et encore une fois que le client a commencé à travailler avec un prestataire sur un contrat, c'est très difficile de revenir là. Et puis c'est vrai dans l'autre sens. Nous, à la Poste, on est... Finalement, c'est souvent le prestataire qui est le plus malmené comme ça dans un contrat, qui lie des gens sur des choses qui n'étaient pas bien définies au départ, et que finalement, on se retrouve plus ou moins obligé d'aboutir. Parce que de par notre poids, en fait, c'est souvent le prestataire qui finalement travaille à perte quand on part sur des modèles. Ça arrive, non, si, ça arrive. J'ai des exemples. Voilà. Il y a d'autres questions? Faut arrêter. Il est où? Ah, il est là? C'est pas grave, je viendrai vous voir. Je te laisse la place. Merci.